Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Patois préféré de Benoît Dutrisac, c'est Sacramouille, vous le savez. Moi, c'est Saint-Cyboire. Étant donné que c'est un peu plus gras que Sacramouille, j'essaie d'éviter de le dire en ondes, mais des fois, il y a des nouvelles où là, maudit, j'ai le goût de le dire. Quand vous apprenez qu'il y a des professeurs d'expérience qui sont à la pré-retraite, ils ont 30 ans d'expertise et d'expérience derrière la cravate, qui ne peuvent pas faire du remplacement au Québec, tu as le goût de dire, Saint-Cyboire. On va en parler avec Simon Landry, enseignant de la région métropolitaine, auteur du livre « L'éducation au Québec en ce 21e siècle ». Simon, déjà que on est en pénurie de profs, on le sait. On pogne les gens dans la rue en disant « Ça te tente-tu d'être prof? Ah ouais, viens-t'en, on va te mettre dans une classe devant un tableau, puis tu te débrouilleras. » Mais de savoir qu'il y a des professeurs pré-retraite qui ne peuvent pas faire de remplacement, je ne sais pas, c'est quel patois que tu as utilisé quand tu as lu ça, toi, Simon? Je veux pas de patois qui est sorti, honnêtement. J'ai juste soupiré parce que ça me surprend même plus. Puis, tu sais, on en a déjà parlé, toi et moi, là, le système scolaire québécois, les centres de services. On vient de sortir du temps des fêtes. T'as sûrement vu comme moi les 12 travaux d'Astérix, la Maison des Fous. C'est exactement ça. Quand on veut tout centraliser, tout contrôler, des fois, ça fait des dérapages comme ça. Puis là, on se ramasse avec des situations qu'on a des profs qualifiés qui veulent travailler, qui peuvent pas. Puis pendant ce temps-là, on engage des gens qui sont pas qualifiés, puis qui des fois sont pas capables de faire le travail, mais tout ça parce qu'il y a une bureaucratie qui est très, très lourde. Puis là, il faut faire attention, il y a peut-être des petits bémols, là, les syndicats ont été rapides pour dire c'est les centres de services scolaires, mais peut-être que les centres de services scolaires vont dire oui, mais nous, on a des conventions collectives à respecter, il faut respecter certaines sortes d'ancienneté ou peu importe des priorités à respecter. Donc, je suis pas prêt à acheter le blâme juste sur un organisme, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd bureaucratiquement, puis c'est beaucoup trop compliqué en ce moment. Exactement. Simon, tu es enseignant. C'est quoi ta formation, toi? Moi, j'ai fait un baccalauréat en enseignement il y a très longtemps de ça. J'ai une maîtrise de l'Université de Windsor en politique d'éducation. Je suis en train de faire mon doctorat en éducation à l'Université de Montréal en ce moment. Bon, et comment tu réagis quand tu vois que, écoute, il y a une collègue de travail qui me dit, elle, sa mère est enseignante, puis a été remplacée à un moment donné par une notaire. Une notaire qui n'avait aucune expérience en enseignement. Toi, qui as l'expertise, l'expérience, une formation, tu réagis comment? En fait, c'est la nouvelle réalité. Faut s'y faire. Il fut une époque où, quand j'ai commencé, quand je me faisais remplacer, j'étais certain que j'avais quelqu'un qui était qualifié parce qu'il y avait une file d'attente pour des postes en enseignement. Les gens moi, je passais par là aussi, là, faire 3-4 ans à prendre des contrats à temps partiel, des suppléances à chaque matin. À l'époque, on avait une pagette, là, les cellulaires n'existaient pas encore. On attendait de se faire biper le matin, puis on appelait la première secrétaire qui nous appelait, on prenait le contrat pour la journée, peu importe c'était quoi. Maintenant, il y a tellement de grosses pénuries qu'il y en a plus de suppléants. Donc moi, quand j'ai commencé, je pouvais facilement dire je m'absente aujourd'hui. Je savais que j'avais quelqu'un qui était solide, qui était qualifié, qui allait me remplacer. Je pouvais laisser des travaux à faire, de la matière, etc. Là, de nos jours, quand je sais que je vais me faire remplacer, c'est souvent plus d'ouvrage me faire remplacer que de rentrer travailler parce que je dois tout planifier au quart de tour, prévoir tous les aléas, Oui. Même des fois changer mes locaux parce que je sais que si je suis pas là, les élèves vont foutre le bordel dans mon local, donc je vais prendre un autre local qui est aménagé différemment. Je te mentirais pas, là, de nos jours, les profs vont te dire c'est quasiment plus d'ouvrage s'absenter que de rentrer travailler. Parce qu'on le sait, on a tous été jeunes. Hein. Quand moi, j'étais jeune, puis il y avait un remplaçant, là, on n'avait pas notre prof aujourd'hui, là, puis c'était un remplaçant. Là, on s'en donnait à cœur joie. Puis là, finalement, on était tannant en disant, regarde, c'est le remplaçant. Il va être... Donc, souvent, des fois, les remplaçants se retrouvent avec des classes qui chahutent pas mal plus que des classes ordinaires. Oui, moi j'ai connu des fois, même c'est ironique, là, je remplaçais une collègue dans la même école, puis les élèves me voyaient rentrer, puis comme je n'étais pas le prof régulier, ils partaient au party, c'est un remplaçant, je leur disais, vous me voyez l'autre bord du corridor à longueur de journée, là, je sais pas, on comprend pas, mais pour eux, là, on dirait que les fils se touchent quand c'est un suppléant, puis je le vois maintenant, des fois, on voit les élèves rentrer, on voit que c'est un suppléant, puis on les entend déjà commencer à crier, à s'énerver, puis ça m'est arrivé encore la semaine passée d'aller tout de suite laisser mes élèves en plan 30 secondes, dire laissez-moi 30 secondes, je reviens, d'aller avertir la secrétaire, dire regarde, envoie quelqu'un en support dans tel local, je sens que ça va déraper rapidement. C'est la nouvelle réalité, mais c'est effectivement désolant de voir qu'on a des gens qui sont qualifiés, puis des fois même surqualifiés, là, comme le cas de la madame qui a un doctorat dans l'article du journal,
qui se font virer de bord parce qu'on a une bureaucratie qui dit, ben, dans notre système informatique, c'est personne X que je vais appeler en premier. Moi, quand j'ai commencé, c'était les secrétaires d'école qui avaient leur propre liste de suppléants, puis ils appelaient qui ils voulaient, comme ils voulaient, dans l'ordre qu'ils voulaient. Fait que s'ils voulaient un prof de maths, il y avait une banque de profs de maths à appeler. Maintenant, c'est souvent très centralisé, c'est informatisé. Puis ben, au final, ce qui est plate, puis ça, c'est ce qui me fait rager le plus, c'est qu'on voit cette situation-là et que tu sais très bien, il y a personne qui va être redevable de la situation. Il y a personne qui va se faire suspendre, sanctionner, réprimander, se taper sur le bout des doigts. Il se passera absolument rien parce que c'est jamais la faute à personne. Écoute, André Sylvain me soulignait que dans le texte de Dominique Scali là, du Journal de Montréal, elle cite des professeurs qui disent ça n'a pas de sens, je veux faire du remplacement puis je peux pas. Et les professeurs ont demandé qu'on ne les nomme pas. Ont demandé qu'on change leur prénom. C'est quoi cette loi de l'omerta-là? Ben, c'est ce que certains ont appelé le fameux devoir de loyauté là, envers son employeur. Donc, les employeurs sont très frileux quand les profs prennent la parole publiquement. J'ai un certain luxe que je dirais que plusieurs collègues n'ont pas. Mais il faut toujours que je reste prudent malgré tout dans mes propos. Mais les employeurs n'aiment pas quand ils paraissent mal. Donc, c'est sûr que si un prof publiquement va dire, ben moi, mon nom, c'est Simon Landry, j'enseigne dans telle école, dans tel centre de service, puis voyez-vous, c'est tout croche mon affaire, ben le centre de service paraît mal. Puis là, ben on l'a eu par le passé, des profs qui ont été soit sanctionnés, il y en a même qui ont carrément perdu leur job pour des choses très mineures, on va se le dire. Et ironiquement, je vous ramène dans le passé, on a des profs qui ont perdu leur job parce qu'ils avaient parlé publiquement, par exemple, du faible niveau de leurs élèves, sans nommer d'élèves, sans nommer de notes, juste parler du faible niveau des élèves. Pendant ce temps-là, on a des profs qui, à Bedford, par exemple, qui font la pluie et le beau temps, puis eux, il se passe rien avec eux. Apparemment, eux, on n'est pas capable de les renvoyer. Ça, c'est très bon. Écoute, il y a des gens qui deviennent comédiens, qui sont excellents, qui sont jamais passés par l'École nationale de théâtre, qui n'ont eu aucune formation dans une école d'art dramatique. Ils l'ont, puis c'est d'excellents comédiens. Écoute, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu es romancier, je pense que tu as écrit des romans, Simon. Tu n'as peut-être pas eu une formation de romancier. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les profs? Tu l'as ou tu l'as pas? Est-ce qu'on peut dire Je vais dire oui et non. Oui, je vais dire oui et non. Oui, ça prend un certain, je dirais, talent naturel pour être intéressant devant un groupe d'élèves, gérer sa classe. Par contre, il y a quand même certaines choses qui ne s'apprennent pas de façon innée. Par exemple, planifier une année scolaire selon le programme de l'École québécoise, t'apprends pas ça de façon innée. T'arrives pas en disant, mais moi, je connais le programme par cœur, je sais comment ça marche. Planifier une année, là, ça s'apprend à la longue. Moi, ça fait 23 ans que j'enseigne, puis là, je commence à savoir mon programme pas mal par cœur. Ça fait 20 ans que je fais le même programme. Là, je le connais pas mal par cœur. Mais quelqu'un qui commence, c'est nouveau, combien de cours je passe sur telle notion versus telle autre notion, ça, c'est pas indiqué dans le programme. Le programme te dira pas, passe 3 cours sur l'addition de fractions, puis 2 cours sur la soustraction. Faut que tu apprennes ça avec l'expérience. Donc, oui, un certain niveau de talent naturel, puis je te mentirai pas, il y a des gens aussi qui ont le brevet d'enseignement, et qui n'ont pas le talent pour enseigner, qui n'ont pas l'affaire dans une classe. On a les deux. Mais on peut pas simplement s'improviser prof. Il y a une formation minimale, mais ça nous ramène à l'idée qu'on avait avant, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bac faisait ce qu'on appelle le programme court, le brevet, là, je pense que c'était 30 crédits, une espèce de maîtrise qualifiante, un peu comme on a en ce moment. Puis on apprenait les bases des rouages du système, comment fonctionne une planif, une suppléance. Oui, on va parler de convention collective, on va parler de comment obtenir un contrat. Donc, c'est des choses qu'on doit apprendre quand on commence à enseigner. Donc, je te réponds par le oui et le non. Et Simon, tout ça, tous les sujets qu'on vient d'aborder, c'est pas la preuve, ça, qu'on a besoin d'un ordre des enseignants. Dans le cas dont on a parlé en début d'entrevue, puis l'article de Mme Scali là, par rapport au prof qui est qualifié, qui se fait pas appeler, honnêtement, l'ordre n'a rien à voir là-dedans, parce que ça, c'est une question de gestion à l'État. L'ordre, par contre, dans le cas, par exemple, de Mme Chantal, qui a fait les manchettes il y a quelques semaines, qui, elle, avait un dossier long comme le bras dans un centre de service scolaire, qui est disparu, qui est revenu un an plus tard dans un autre centre de service, puis qu'on dit, ben le dossier n'a pas suivi. Là, l'ordre professionnel aurait eu un dossier qui aurait suivi avec toute l'historique de formation, de discipline, et ainsi de suite. Dans un enjeu comme ça, oui, l'ordre pourrait jouer un rôle. Pour ce qui est de la suppléance, c'est de la gestion à l'interne des centres de services. Comme je te dis, il y a peut-être un aspect de convention collective aussi c'est très, très rigide. C'est un système qui est très rigide, qui est très bureaucratique. Je te dis, là, la maison des fous dans Astérix, c'est pas mal ça. Mais c'est pas un enjeu dans lequel l'ordre viendrait jouer cet enjeu-là spécifiquement.
Merci. Est-ce que toi, ça t'insulte qu'on pogne les gens dans la rue quasiment en disant ça vous tente-tu d'être prof, comme si ta formation valait rien, finalement? Ben, oui, c'est sûr, c'est insultant, mais en même temps, on n'a plus même le choix. Hein, il manque du monde. Fait que, comme l'a dit M. Drainville, ça prend un adulte. Puis encore là, des fois, on n'est même pas sûr. Mais c'est sûr que c'est insultant. À toi, si tu veux passer chez le notaire, tu prendras pas le gars au coin de la rue pour dire, veux-tu faire mon testament? Tu vas prendre quelqu'un qui est qualifié, qui est certifié. C'est un peu la même chose. J'irai pas voir le pharmacien puis dire, ah ben moi, je suis en formation de pharmacie, je vais vous... Mais non, passe-moi le vrai pharmacien, c'est à lui que je veux parler. Fait que c'est sûr que c'est un peu insultant, mais la réalité, elle est telle qu'elle est. On n'a pas le choix, mais ce qui manque, c'est une vision à long terme. On essaie toujours de patcher à court terme. Et là, l'enjeu pour moi, il est là. C'est les solutions à court terme pour paraître bien politiquement. Mais ça fait mal au réseau à long terme. Donc, pour moi, il est là, l'enjeu principal. Simon, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de te parler. Donc, Simon Landry, enseignant, auteur et romancier, il faut le dire. Merci, bonne journée. Salut. Bonne soirée, au revoir.